Florence Bellivier et Christine Noiville. En effet, je réalise une thèse en sciences juridiques sur la souveraineté des données autochtones. Mon projet de thèse part d'un constat, qui est celui de la numérisation croissante de la vie sociale. Par numérisation de la vie, il faut entendre non seulement la production et la circulation de données nativement numériques, mais aussi et surtout le dédoublement numérique d'entités physiques. Ce passage accéléré au régime numérique témoigne en effet d'un bouleversement anthropologique majeur, dans la mesure où différentes entités de la nature, de la culture, voire de l'humain lui-même, se voient transformées en data, et ce, par-delà toute différenciation ontologique originelle. Aujourd'hui, il est partout question de gouvernement ouvert, de sciences ouvertes, de métavers, de protection des données personnelles, d'intelligence artificielle, de big data, d'open data, etc. Mais comment aborder dans un même élan l'ensemble de ces enjeux qui tournent autour de la question de la donnée? Dans une perspective alliant théorie et empirie, mon projet de thèse part du mouvement Indigenous Data Sovereignty comme porte d'entrée heuristique pour appréhender les problématiques liées à la production, l'utilisation, la circulation et la propriété des données. Qu'est-ce que l'Indigenous Data Sovereignty? L'Indigenous Data Sovereignty, ou plus simplement IDS, est un mouvement autochtone transnational qui est né dans les anciennes colonies du Nord, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis d'Amérique, et qui s'est diffusé notamment un peu partout où il existe des peuples autochtones, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique latine, etc. S'appuyant sur la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones et sur d'autres instruments juridiques, le mouvement IDS revendique la souveraineté des peuples autochtones sur les données les concernant, c'est-à-dire le droit des peuples autochtones de déterminer les moyens de collecte, d'interprétation, d'utilisation et de partage des données relatives aux peuples autochtones. En pratique, l'IDS déplore le fait que les agences gouvernementales, des chercheurs ou encore des entreprises numérisent les données relatives aux peuples autochtones et les introduisent dans des réseaux de données ouverts, et ce, sans le consentement préalable de ces peuples. L'agenda politique international de l'open data serait ainsi en tension directe avec le principe de souveraineté des données autochtones. Loin d'être cependant data sceptique, l'IDS reconnaît l'importance et l'intérêt des données pour la réalisation des objectifs de développement des peuples autochtones. Le défi qui se pose alors consisterait donc à articuler les avantages de l'open data avec les intérêts des communautés. Et plusieurs propositions techniques et juridiques vont dans ce sens, que ce soit les propositions formulées par les acteurs de l'IDS eux-mêmes, qui insistent pour que l'ouverture des données ne soit pas seulement fair, mais aussi care, ou encore les propositions formulées par la récente recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte. Il faut souligner également que l'IDS ne se limite pas non plus aux seules revendications portant sur les données numériques. Le mouvement retient au contraire une définition extensive de la donnée autochtone, définie alors comme étant des données dans une grande variété de formats, y compris les données numériques et les données en tant que connaissances et informations relatives aux individus, aux collectifs, aux entités, aux cultures, aux territoires, ainsi qu'aux ressources autochtones de manière plus large. Cette définition aurait le mérite d'élargir l'agenda politique des peuples autochtones, ainsi que la palette d'instruments juridiques, de droit interne ou de droit international, susceptibles d'être mobilisés en soutien à leurs revendications de data souveraineté. On l'aura compris, l'IDS se fournit en tiers-lieu depuis lequel il est possible de porter un regard décentré sur la gouvernance des corpus de données. Et il ouvre par là même, on peut dire, un vaste programme de recherche et d'action. Toutefois, l'originalité de mon projet de thèse ne réside pas tellement dans l'exploration de nouveaux objets sous l'angle de l'IDS, mais davantage de la manière dont il aborde autrement l'IDS, c'est-à-dire en clé de controverse. Pour ce faire,
j'étudierai attentivement 3 foyers de controverse, qui sont d'ailleurs assez représentatifs du mouvement général de numérisation qui concerne à la fois la nature, la culture et l'humain. Je me pencherai tout d'abord sur la numérisation de la nature. Sur ce thème, il s'agira pour moi de penser juridiquement les controverses autour de la gouvernance des données génomiques environnementales, générées à partir d'espèces végétales ou animales autochtones, collectées sur des terres autochtones ou encore à l'aide de savoirs traditionnels autochtones. Ça tombe bien puisque ces interrogations font écho aux controverses actuelles qui agitent les instances onusiennes, telles la Convention sur la diversité biologique, la FAO, l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle, le TIRPA, l'UNESCO, etc. Ces controverses concernent essentiellement le régime juridique actuel ou souhaitable des ressources génétiques numérisées, les fameux Digital Sequence Information ou DSI. La question qui se pose est celle de leur possible inclusion dans le périmètre du protocole de Nagoya, qui concerne justement l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages. Je traiterai ensuite de la numérisation de l'humain. J'étudierai plus précisément la numérisation de l'homme vivant à travers notamment le prisme des données génomiques humaines générées dans le cadre de recherches cliniques ou généalogiques en contexte autochtone, ce qui permettra de renouveler les problématiques juridiques portant sur la nature, les formes et l'étendue du consentement ou encore sur les utilisations secondes ou secondaires. Je me pencherai enfin sur la numérisation de la culture. Sous ce thème, j'étudierai les tensions juridiques entre les restitutions de restes humains ou de biens culturels autochtones et les pratiques de production préalable de double numérique par les musées, double numérique qui, avec le développement de nouvelles technologies, telles l'impression 3D, peuvent aboutir à la reconstitution physique des objets restitués, ce qui pose, bien évidemment, de nouvelles questions d'accès et de propriété intellectuelle, voire de propriété tout court. Partant de ces 3 foyers de controverse, j'examinerai la manière dont les acteurs de l'IDS opèrent des mises en ordre juridiques pour fonder leurs revendications de souveraineté sur leurs données. En effet, l'une des principales forces théoriques et politiques de l'IDS réside dans son refus d'opposer droits positifs et normativités autochtones. Au contraire, sans renoncer à l'applicabilité de leurs normativités autochtones, les acteurs de l'IDS investissent les interstices même du droit positif, de sorte que le pouvoir de dire ce qu'il en est du droit positif, qui est d'ailleurs un enjeu démocratique majeur, ne soit plus laissé à la seule discrétion des juristes. J'examinerai alors la manière dont les revendications de l'IDS sont accueillies, tolérées, ou au contraire contestées en dehors de leur réseau. Je prêterai une attention particulière aux mobilisations du droit, aux hiérarchisations des normes, aux imputations de responsabilité, ainsi qu'aux interprétations juridiques alternatives opérées de part et d'autre par les différents protagonistes. Cette manière d'aborder l'IDS, c'est-à-dire entrée de controverse, trouve ses fondements théoriques et méthodologiques dans l'approche pragmatique du droit ainsi que dans la tradition française de sociologie pragmatique. Ma méthodologie d'enquête consiste principalement à cartographier les controverses autour des enjeux de la donnée autochtone, afin de recenser et de décrire l'ensemble des normes juridiques mobilisées ou susceptibles d'être mobilisées en lien avec les revendications de data souveraineté autochtone. Sans prétendre à l'exhaustivité, il s'agit par exemple, du moins pour ce qui est du droit international, de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, la Convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya, ou encore les diverses conventions de l'UNESCO. En droit interne, cela inclut les normes constitutionnelles, les normes de propriété intellectuelle, le droit de l'environnement, le droit interne des peuples autochtones, les normes de responsabilité sociale des entreprises, etc. L'approche sera essentiellement de droit comparé et le terrain d'étude inclut le Canada, les États-Unis ainsi que la France d'outre-mer. Le corpus recueilli sera ensuite enrichi par des entretiens semi-directifs réalisés avec plusieurs catégories d'acteurs concernés par les enjeux de la donnée autochtone, tels que les communautés autochtones elles-mêmes, les scientifiques,
les acteurs politiques, les entreprises ou encore les conservateurs de musées, afin d'explorer la matérialité de certains faits ou de mieux comprendre la réalité de certaines allégations. Je prévois également des observations in situ dans des réseaux d'IDS ainsi que dans des laboratoires scientifiques ou dans des musées détenant des biens culturels provenant des peuples autochtones. À l'heure de la numérisation de la vie, le projet de souveraineté des peuples autochtones sur leurs données constitue un enjeu majeur pour l'objectif d'autodétermination de ces peuples, mais aussi pour les entreprises, les administrations et les institutions de recherche qui utilisent les données autochtones. L'intérêt de la thèse est d'envisager les conditions juridiques d'une data équité, décidant les contours d'une gouvernance acceptable des données. J'inscrirai ce concept de data équité dans le prolongement des réflexions lancées par Florence Bélivier et Christine Noisville, mes directrices de thèse, sur la bioéquité comme clé de partage des ressources biologiques. Et ce sera l'occasion pour moi, je l'espère en tout cas, d'apporter ma contribution à une réflexion collective et à des actions réfléchies à même de promouvoir le développement durable et la justice sociale au sein de nos sociétés numériques. Je vous remercie de votre attention.